Résultat de l'évolution amenant ces êtres à paraître plus pour des végétaux que des animaux, ils sont ainsi reconnus pour leur physique insolite. Laissez-moi vous parler de phasmes. Bonjour à vous. Les phasmes sont donc des insectes. On le remarque facilement grâce aux évidentes 6 pattes, le corps dur avec un exosquelette segmenté, d'où le terme insecte, et avec la tête où se trouvent la bouche, les yeux et les antennes. Il y aurait plus de 3500 espèces que les éleveurs regroupent en 3 grandes parties: les phasmes bâtons qui ressemblent à des brindilles, les phasmes feuilles à des feuilles, et les phasmes écorces ou épineux qui restent des animaux plutôt longilignes mais qui sont assez épais et avec diverses excroissances. On retrouve facilement un dimorphisme sexuel, ce qui signifie qu'il y a des différences entre les individus mâles et femelles. Les mâles sont généralement plus petits et frêles, tandis que les femelles plus grandes et imposantes. Dans tous les cas, le corps est divisé en 3 parties. Il y a d'abord la tête, sur laquelle se trouve la bouche, autour de laquelle on peut voir des palpes, des sortes de doigts articulés qui servent à percevoir l'environnement, mais aussi à manipuler, notamment la nourriture pour la guider vers la bouche, où se trouvent les mandibules qui, elles, servent à découper ou broyer, un peu comme nos dents. Il y a aussi 2 yeux composés, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de dizaines de cellules qui fonctionnent comme des lentilles et donnent plusieurs petites images fragmentées qui servent à reconstituer une image générale. On peut illustrer ça comme un puzzle, où chaque pièce est une partie de l'image générale et une fois assemblée, elle reforme totalement cette image. Et les derniers éléments remarquables, ce sont les antennes, qui sont des organes sensoriels qui servent à toucher, mais aussi à sentir et entendre, comme les palpes au niveau de la bouche, mais en plus grand et dirigé vers le haut. Certaines espèces de phasmes peuvent avoir des glandes derrière la tête qui sécrètent des substances toxiques. Pour nous, ça n'est pas dangereux, au pire, ça peut sentir mauvais, mais ça peut servir pour repousser des prédateurs. Après la tête, on retrouve le thorax, d'où partent les 6 pattes. Ces pattes qui leur permettent de se déplacer sur tout type de paroi, même du verre, grâce à des glandes qui produisent une substance collante. Au bout, on y retrouve aussi des petites griffes qui leur permettent de bien s'agripper au bois et aux feuilles, ou aux mains lorsqu'on essaie de les manipuler. Certaines espèces ont aussi des ailes au niveau du dos, parfois qui fonctionnent, et d'autres fois, elles servent juste à amplifier le camouflage, ou au contraire, à se faire mieux voir, mais pour signaler qu'il ne faut pas attaquer. Et au sein de la même espèce, il peut y avoir seulement le mâle qui soit capable de voler, et la femelle ne peut pas, notamment à cause de la différence de taille et de poids. Et enfin, il y a l'abdomen, qui est la plus grosse partie du corps, là où il y a la plupart des organes internes. Parfois, il y a un pic au bout qui sert à creuser et déposer les œufs dans la terre. Ce sont des animaux ovipares, ce qui signifie que les adultes pondent des œufs tous les jours, souvent en les laissant tomber au sol, mais donc certaines espèces peuvent creuser pour les cacher dans le sol. Ils peuvent aussi faire preuve de parthénogénèse, ce qui signifie qu'une femelle peut se féconder elle-même
en créant un œuf à partir de 2 cellules femelles, permettant donc à une phasme de se reproduire toute seule. D'ailleurs, certaines espèces sont uniquement composées de femelles, comme celles présentes en France métropolitaine. Les bébés naissent déjà formés et capables de vivre de leur côté. Ils ressemblent déjà beaucoup aux adultes, mais ils vont se transformer au fur et à mesure des mues pour atteindre leur stade adulte et physique final. Voici quelques mues, elles sont vraiment très légères, comme du papier. Il y a juste à souffler dessus pour les faire s'envoler. Sur celle-ci, on voit très bien le trou d'où est sorti le phasme. On peut d'ailleurs reconnaître qu'il s'agissait d'une femelle avant son stade adulte, par rapport à la forme. Lorsqu'ils sont en danger, ils peuvent détacher une de leurs pattes ou une antenne. Ça repoussera au fur et à mesure des mues. Mais si la repousse n'est pas possible, par exemple le phasme est déjà à son stade final, il suffit simplement qu'il reste au minimum 3 pattes, 2 d'un côté et une de l'autre, et certains arrivent à survivre ainsi. La longévité varie en fonction des espèces et du milieu de vie. Les espèces tropicales peuvent vivre plusieurs années, alors que celles vivant dans des milieux plus froids vivent en général moins d'1 an, le plus souvent du début du printemps jusqu'au début de l'hiver. Ces animaux sont trouvables sur tous les continents, sauf au pôle, mais on en retrouve surtout en zone tropicale. Ce sont des animaux herbivores, et plus précisément phytophages, ce qui signifie qu'ils ne mangent que des feuilles, et des feuilles vertes qui sont encore présentes sur les branches. Et pour boire, ils aspirent les gouttes de rosée qu'ils peuvent retrouver sur les feuilles. La caractéristique principale de ces insectes, c'est le mimétisme. Ça veut dire qu'ils ressemblent à autre chose, et dans ce cas, le plus souvent, c'est à des végétaux, comme des feuilles, des brindilles, des bouts de branches, de l'écorce. Cette ressemblance avec le monde végétal se présente même jusque dans l'allure des œufs qui ressemblent à des graines, ce qui est donc bien logique pour des animaux qui imitent des végétaux. Et ils poussent leur imitation jusque dans leur comportement. Par exemple, lorsqu'il y a du vent, ils se mettent à bouger pour mimer les brindilles et les feuilles balayées avec le souffle. Là, je n'ai juste qu'à souffler légèrement dessus et ils se dandinent comme ça. Mais parfois, ils ressemblent à d'autres animaux. Un des exemples les plus explicites, c'est le phasme-scorpion. Déjà, rien qu'avec le nom, on se doute quel autre animal il imite, mais avant d'exposer cette allure de scorpion, avec la queue remontée et une sorte de dard au bout, qui donc n'est pas un vrai dard, c'est juste pour faire semblant, la larve va d'abord imiter une fourmi. Sur l'œuf se trouve une excroissance dont certaines fourmis vont se nourrir. Elles vont donc ramener l'œuf dans la fourmilière et se nourrir de cette excroissance. Les œufs vont ainsi être gardés sous terre, à l'abri des intempéries et aussi des prédateurs. Mais les fourmis sont des animaux très hostiles avec les intrusions dans leur milieu, ce qui a amené les larves de phasme-scorpion à ressembler à des fourmis déjà dans l'apparence, mais aussi à spontanément imiter leur comportement dès l'éclosion.
Ainsi, ils vont se comporter comme des fourmis le temps de sortir des galeries pour pouvoir retrouver l'extérieur et enfin commencer leur vie de phasme. Pour en revenir au phasme d'une manière générale, certains bébés peuvent naître d'une couleur différente. On le remarque facilement chez les phasmes-feuilles où dès la naissance ils sont marrons, mais à force de manger des feuilles vertes, ils finissent par verdir. Et certaines espèces, une fois adultes, peuvent légèrement changer de couleur en fonction du support où ils se trouvent. Mais s'ils passent leur vie dans un environnement similaire, avec les mues, ils vont commencer à changer de forme et encore plus de couleurs pour mieux se confondre dans leur environnement. D'où le terme phasme, qui vient du latin phasma, qui peut se traduire par apparition ou fantôme, ce qui ancre bien l'idée de leur mimétisme pour disparaître dans le paysage. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, et à la prochaine!